Bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur le Seigneur des Anneaux. On va parler du deuxième volet, les deux tours. Donc si tu n'as pas vu la vidéo précédente sur le premier film, je te conseille de suivre ce lien. Tu vas découvrir comment on crée un personnage photoréaliste et comment on met en place une vraie bataille épique. C'est parti. Les Deux Tours est le second volet de la trilogie du Seigneur des Anneaux, réalisé par Peter Jackson. Écrit par ce dernier, Fran Walsh, Philippa Boyens et Stephen Sinclair uniquement pour cet épisode. Toujours produit par New Line Cinema, Wignot Films et The Soul Ends Company. Distribué par New Line Cinema et Metropolitan Film Export. Le budget total de production est de 281 millions de dollars, dont 94 pour cet opus. La durée est de 2h59 pour la version cinéma et de 3h55 pour la dernière version longue. Et il sort le 18 décembre 2002. Les studios en charge sont toujours Weta Workshop pour les SFX et Weta Digital pour 99% des VFX, ce qui reste 1% pour Sony Pictures Imageworks. Les superviseurs sont Richard Taylor, Jim Regal et Joe Letteri. Le nombre de plans truqués est de 799. La vidéo s'établit en 5 parties. Les décors, Gollum, les Ents, le gouffre de Helm et les autres effets. Les Deux Tours est une histoire plus compliquée à raconter. Là où le premier avait une intrigue linéaire avec une seule trame narrative, celle de la communauté, le deuxième se permet de séparer les personnages pour se retrouver avec 3 trames narratives. Frodon et Sam, Merry et Pippin, et Aragorn, Legolas et Gimli. Ce film contient 799 plans truqués, soit 259 de plus que le précédent. Weta Digital doit donc faire plus de plans mais toujours dans la même période de temps, avec en prime beaucoup plus d'animations complexes. Le studio recrute alors 110 infographistes supplémentaires, pour atteindre les 260. De même pour l'espace de stockage informatique qui passe de 7 à 25 Tera. En gros, entre le premier et le deuxième, ils ont doublé le personnel, triplé la capacité de stockage et quadruplé la puissance des 3500 processeurs. C'est déjà mieux. Jim Regal était jusqu'à maintenant l'unique superviseur VFX, mais vu la masse de travail, une délégation s'impose et il recrute Joe Letteri, comme second superviseur. Celui-ci était auparavant chez ILM, avec dans son CV Abyss, Jurassic Park et la première édition spéciale de Star Wars, entre autres. Au début du film, à Emunmuil avec Frodon et Sam, certains plans sont tournés en extérieur, mais la plupart en studio. Pour recréer la roche en intérieur, de vrais morceaux sont moulés dans du polystyrène. Les rochers sont déplacés dès que l'on change de scène pour ne pas donner l'impression d'être toujours au même endroit. Les scènes dans le Marais des Morts sont tournées sur un décor construit dans un parking à côté du studio, un décor immergé d'eau. Dans ce plan, le décor est un matte painting. Les matte paintings de la trilogie sont des photos assemblées pour former un environnement fictif. Leurs tailles peuvent aller de 4 à 12K. En l'occurrence, celui-ci est le plus grand de tous et fait 16K. D'ailleurs, les 2 hobbits que l'on voit sont les doubles numériques des acteurs. Quand Frodon tombe dans l'eau, c'est Sony Pictures Imageworks qui s'occupe de toute la scène sous-marine. Ce second volet nous permet de découvrir le royaume du Rohan, avec pour capitale Edoras, où réside le roi Théoden. La ville est construite en extérieur sur le mont Sunday, en plein milieu d'une plaine dans l'île du Sud. En revanche, il n'y a bien sûr aucun accès pour des véhicules, ils construisent donc des routes avec l'aide de l'armée pour que les camions transportant les décors et le matériel puissent débarquer sur la colline. 8 mois de construction pour seulement 8 jours de tournage. Seul l'aspect extérieur de la ville est construit sur place, ce qui fait que l'intérieur du Golden Hall, le château d'or, est tourné en studio. En réalité, sur le lieu extérieur, ce qui est censé être l'intérieur du château, c'est en fait la cantine. D'ailleurs, dans une scène, on peut apprécier un très joli morphing sur le roi Théoden. Pour le réaliser, l'acteur est devant un fond bleu où il joue la scène 3 fois avec à chaque fois un nouveau maquillage. C'est donc un morphing qui fait une transition sur 3 niveaux de maquillage différents. Très vieux, moins vieux, vieux qu'à la pêche. Du côté des oreilles pointues, pas grand chose à dire si ce n'est que Sony Pictures Imageworks fait le compositing sur une vingtaine de plans avec les maquettes de fond comble derrière les acteurs sur fond bleu. En parlant de maquettes, la ville d'Osgiliath est une des dernières construites pour les films.
Il y en a deux, une à l'échelle 1/50 pour un tiers de la ville, que l'on peut surtout admirer lors du survol des Nazgûl. L'autre est à 1/10 et s'intègre derrière les acteurs à la place du fond bleu. Dernier détail, la tour qui s'effondre est une destruction réelle d'une maquette. On passe maintenant à la créature la plus importante de la saga, le personnage cinématographique emblématique du début du XXIe siècle, celui sur qui la crédibilité du film repose, celui sur qui l'erreur n'est pas tolérée. Il s'agit bien évidemment de Gollum. Définir le physique et surtout le visage du personnage s'avère très complexe. Une base est déjà établie par Alan Lee et John Howe, qui l'avaient tous les deux dessiné pour les couvertures du livre Le Hobbit. Pour le corps, il s'inspire de John Howe et Iggy Pop, puisqu'ils sont tous les deux minces et musclés. Le design est conçu en 1998, après 200 dessins de recherche et 100 maquettes. Et il fait précisément 1m20. Ensuite, il faut trouver l'acteur qui fera la voix du personnage dans Les Deux Tours et Le Retour du Roi. C'est un boulot de seulement 3 semaines. Un certain Andy Serkis se montre moyennement intéressé, mais accepte quand même. C'est un Anglais né le 24 avril 1964. Il suit d'abord une formation en art visuel à l'université, mais se dirige finalement vers le métier d'acteur. A noter qu'il adore l'escalade, ça lui confère donc une agilité qui lui sera très utile pour le rôle. Il enchaîne des rôles à importance variable au cinéma, à la télévision et au théâtre. Il vit sa vie tranquillement et est encore très loin de signer des autographes. Il envoie donc une petite vidéo de casting à Peter Jackson. Mais contre toute attente, il ne fait pas seulement la voix du personnage, il ne l'interprète pas, il l'incarne, en y mettant toutes ses tripes. Il met autant d'énergie dans la voix que dans la gestuelle et les expressions faciales, ce qui le rend incontestable dans le rôle. Jackson décide de l'engager non pas comme la voix de Gollum, mais comme son interprète. Andy Serkis a plusieurs chats, et lorsqu'ils avalent leur poil en se léchant, ils font un bruit qui inspire l'acteur pour la voix du personnage. La voix est assez épuisante pour la gorge. Il se confectionne une petite boisson appelée le jus de Gollum. C'est chaud, et c'est un mélange de miel, de citron et de gingembre. Du coup, l'acteur en profite également pour jouer le rôle du Hobbit Sméagol dans le 3e film. Cette scène est tournée en 2000 et devait normalement s'intégrer dans le second film, juste après ce moment où Frodon prononce le nom de Sméagol. La caméra rentre dans les yeux du personnage et on a le flashback. Quand Peter Jackson voit cette scène pendant la période de montage en mai 2002, il est surpris de constater une chose à propos de Serkis dont il n'avait jamais remarqué, c'est qu'il ressemble à Gollum. Il a la tête de Gollum, le bougre. L'acteur a été engagé dans le rôle pour incarner le personnage jusqu'au bout, ce qui veut dire que le meilleur moyen pour que son interprétation se retrouve dans le personnage est que ce dernier doit ressembler à l'acteur. Le gros problème est que le design est terminé et validé depuis 1998. Du coup, ils repartent de zéro et refont le visage du personnage en se basant sur celui de Serkis. C'est Christian Rivers, le storyboarder et directeur artistique des VFX, qui s'en occupe, et il réussit à donner à Gollum les attributs physiques de l'acteur. À partir de ça, des sculptures sont faites, et une fois le nouveau design approuvé, il ne reste plus qu'à remplacer l'ancien visage 3D par le nouveau. En décembre 2001, une vingtaine d'animateurs se prennent 2 mois et demi pour refaire toutes les animes. Bien sûr, un simple copier-coller du nouveau visage sur l'ancien ne fonctionne pas, car le rig facial est basé sur des expressions de visage qui ne sont plus vraiment les mêmes. On verra ça un peu après. Il est donc très intéressant de noter que le Gollum que l'on voit dans le premier film, La Communauté de l'Anneau, n'est pas le Gollum définitif tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est encore l'ancien modèle, et Andy Serkis n'a pas joué les scènes. Au final, il devient alors un véritable acteur de la trilogie et est présent sur le tournage, où il porte une combinaison blanche en lycra, qui deviendra rapidement marron à force de se rouler par terre. Cette tenue recouvre son corps pour le rendre le plus mince et neutre possible afin de mieux le distinguer. Maintenant qu'on a un acteur, la question la plus importante à se poser est jusqu'où doit-on utiliser sa performance? Comment le personnage doit être animé? En d'autres termes, animation keyframe ou motion capture? La question à 1 million. C'est le débat ultime, qui est d'ailleurs encore d'actualité aujourd'hui.
Et bien sûr, comme tout bon débat, les deux ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Le département animation est bien entendu en faveur du keyframe, ce qui veut dire de l'animation traditionnelle, qui consiste simplement à faire bouger un personnage 3D en posant ce que l'on appelle des clés entre deux images pour que le mouvement s'exécute. L'avantage de cette technique est que l'animateur peut lui faire faire ce qu'il veut, et donc donner à Gollum toute son agilité et sa flexibilité. L'inconvénient, c'est que c'est long. De l'autre côté, on a la motion capture, où l'acteur est dans un studio spécial que l'on appelle un volume. Il porte une combinaison avec des capteurs pour que des caméras placées tout autour de lui puissent les enregistrer comme étant des points dans l'espace. Une fois retranscrits sur un modèle 3D, ces points deviennent des mouvements. L'avantage est que l'acteur donne à Gollum des mouvements forcément beaucoup plus réalistes, et l'animation est plus rapide puisqu'elle est en fait instantanée. L'inconvénient, c'est qu'Andy Serkis est un être humain, ce qui n'est pas le cas de Gollum. L'acteur ne peut pas faire tous les mouvements du personnage. Mais un film qui utilise correctement les effets spéciaux est un film qui met ses FX au service de l'histoire. Donc si l'animation keyframe et la motion capture ont tous les deux des avantages, eh bien utilisons les deux. Ou plutôt, mélangeons les deux. Car pour beaucoup de plans, ils font de la roto-animation, que l'on pourrait en fait décrire comme étant de la motion capture en keyframe. Tout le monde se retrouve. Il s'agit de filmer l'acteur en action, puis d'animer le personnage 3D par-dessus, en suivant bien tous ses mouvements. Cette méthode n'a rien de révolutionnaire, car tous les vieux dessins animés Disney ont été faits de cette manière. Un acteur joue, on dessine par-dessus. Du coup, roto-anime sur la majorité des scènes. Les plans impossibles pour Andy Serkis sont entièrement en keyframe. Et quelques plans en motion capture quand les mouvements sont simples. Au final, diplomatie totale, tout le monde est content, et en plus on a un meilleur film. Petite précision tout de même, il n'y a pas d'enregistrement facial pour Andy Serkis, donc toutes les expressions de visage de Gollum sont faites par les animateurs, en se basant sur le jeu de l'acteur bien sûr. Not listening. No. Côté mocap, le volume fait 23 mètres par 9, la combinaison pour le corps a 50 capteurs et il y a 16 caméras infrarouges qui les enregistrent. Avec également 3 caméras normales pour que les animateurs aient une référence au cas où les données de mocap sont foireuses. Le tournage avec Andy Serkis s'effectue en 3 étapes. Une prise avec Serkis et les deux Hobbits, une prise avec seulement les deux Hobbits, donc on joue dans le vide, et une prise avec personne dans le cadre uniquement pour aider les graphistes à effacer l'acteur de l'image pour intégrer Gollum. A la base, ce qui est prévu, c'est que la prise avec les 3 acteurs serve uniquement de référence pour le jeu des deux Hobbits, afin de savoir comment interagir avec Gollum. La prise finale doit être celle où il n'y a que les 2 acteurs, car c'est du coup plus facile d'intégrer un personnage 3D s'il y a du vide. Mais il se trouve que quand les 2 acteurs jouent face au néant, la supposée interaction qu'ils sont censés avoir avec Gollum n'est franchement pas terrible. C'est un peu normal. Du coup, sur les plans d'interaction, c'est la prise avec les 3 acteurs qui est utilisée. 40 personnes s'occupent de faire de la rotoscopie et du restore, c'est-à-dire d'effacer l'acteur de la prise en se servant justement de la passe à vide, pour ensuite pouvoir intégrer Gollum à la place. Niveau animation, c'est de la roto-anime. Le logiciel Equalizer est utilisé pour faire le match moving, ce qui permet de maintenir correctement le personnage 3D dans l'espace, malgré le mouvement de caméra. Et ne pas se retrouver avec ça. Pour l'animation du visage, ça se passe dans le logiciel Maya où ils utilisent des blend shapes, ce qui signifie qu'ils fabriquent toute une gamme d'expressions faciales possibles pour le personnage afin que l'animation se fasse simplement en bougeant des sliders. Il y a 675 blend shapes, donc 675 expressions de visage. En gros, on anime le visage en combinant des expressions. Toujours dans Maya, le système de fur est utilisé pour créer et simuler ces 25 cheveux. Je te rassure, je les ai pas comptés. Le pagne qu'il porte est simulé dans le système de close de Maya. Ainsi que les muscles avec la création d'un nouveau système musculaire dans le logiciel. Le dernier paramètre important de la création de Gollum est la peau. La peau humaine est aujourd'hui assez complexe à reproduire, mais forcément en 2002 elle l'était encore plus. Ce qui fait sa particularité vient de la manière dont elle reçoit la lumière. Cet effet s'appelle le Subsurface Scattering, ou SSS pour les intimes. C'est en 1998 qu'un graphiste, Henrik Jensen, prend conscience en jouant avec un laser de la manière très étrange dont le marbre réagit à la lumière. Ça lui fait soudainement penser à la peau humaine. En effet, notre peau est légèrement translucide,
car certains rayons lumineux passent à travers les pigments mais aussi à travers le sang, puis s'échappent un peu partout. Le meilleur moyen d'avoir visuellement un exemple concret est de placer une forte lumière derrière des doigts ou des oreilles. Tu peux voir que la lumière traverse la peau. Du coup, toutes les surfaces translucides réagissent de cette manière. Le SSS est donc ce qui permet de rendre translucide un personnage. Henrik Jensen et Steve Marshner présentent en 2001 un premier modèle mathématique pour le SSS. En 2002, Jensen s'associe avec Joe Letteri et Ken McGough de chez Weta pour appliquer cet effet efficacement dans un programme 3D. Aujourd'hui, c'est devenu un standard et on applique un matériau de SSS sur tous les personnages 3D. Mais Gollum devient le premier personnage virtuel de l'histoire des effets spéciaux à avoir une peau translucide. Du côté de la texture, afin qu'elle soit la plus réaliste possible, le maquilleur Gino Acevedo, habitué à faire de la fausse peau sur des prothèses, reçoit une formation express sur les outils informatiques pour texturer la peau de Gollum. Au tout début de la production, les producteurs n'étaient pas très confiants quant à la capacité de Weta à faire vivre Gollum. Weta réussit à repousser les limites de l'image de synthèse en crédibilisant pour la première fois un personnage humanoïde virtuel. Dans les 2 tours, Gollum apparaît dans 270 plans. Une image du personnage prend 8 minutes à se calculer. C'est d'ailleurs arrivé plusieurs fois qu'il y ait des erreurs rendues. La forêt de Fangorn est la parenthèse écologique du Seigneur des Anneaux, la nature décimée par l'industrie. Cette forêt a un aspect très fantastique, et bien que la Nouvelle-Zélande possède une très large gamme de lieux paradisiaques, le style de Fangorn n'en fait pas partie. Les scènes sont alors tournées intégralement en studio. Quelques arbres sont fabriqués, donc moulés dans du polystyrène à partir de véritables troncs d'arbres, puis placés aléatoirement dans l'espace. Le décor n'est pas très grand, il suffit de bouger les arbres et de changer l'éclairage pour avoir la sensation de ne pas être toujours au même endroit. Pour le reste, on construit une maxiture, une miniature géante de la forêt. Elle fait 18 mètres carrés et il y a 150 arbres qui font entre 1,5 et 1,8 mètres de hauteur. Mais bien sûr, notre attention se porte surtout sur le deuxième personnage virtuel le plus important du film, Silverbarb, ou Treebeard en VO. C'est l'acteur John Rhys Davies qui fait la voix du personnage, qui n'est autre que Gimli. Il y a 2 manières de donner vie à cet arbre, un animatronique et l'image de synthèse. L'animatronique est une marionnette qui possède une armature mécanique que l'on peut télécommander à distance. C'est intéressant à utiliser puisque pendant une bonne partie du film, les 2 hobbits Merry et Pippin sont assis sur les branches très inconfortables de Silverbarb. Donc qui dit interaction, dit support réel. L'animatronique fait 5,20 mètres, et il est construit en 12 semaines. Ses articulations sont actionnées par des pistons pneumatiques. 5 personnes se chargent de le manipuler, un pour chaque bras, un pour chaque jambe, et un autre pour les mouvements latéraux et balancements du personnage quand il marche. Il y a aussi des gars qui passent devant avec des branches pour créer des ombres et des reflets. Mais alors dans tout ça, où est le visage ? Il peut légèrement bouger la tête et cligner des yeux. Mais bon, niveau expressivité c'est un peu léger, donc du coup la tête est entièrement refaite en 3D. Ce qui fait qu'on a le haut du corps en animatronique et la tête en 3D. Le modèle a d'ailleurs 70 contrôleurs pour animer son visage. Ce n'est pas un système de blend shape comme Gollum. En revanche, sur tous les plans d'ensemble, Silverbarb et les 2 hobbits sont entièrement numériques. Une seule image de Silverbarb de la tête aux pieds demande 48 heures de calcul. On est très loin des 8 minutes pour Gollum. Certaines scènes montrent plusieurs ents aux côtés de la créature. Alan Lee crée pour l'occasion 8 espèces différentes d'arbres. Pour les habiller, Weta crée un système, Grove, qui leur génère un feuillage aléatoire. On peut régler la quantité ou la nature des feuilles par exemple. Une quinzaine d'animateurs se chargent d'animer tous les arbres du film, notamment lors de la bataille finale en Isengard, où ils s'amusent à animer des massacres d'orques tous plus comiques les uns que les autres. C'est lors de cette bataille que les Ents détruisent le barrage, laissant ainsi s'échapper l'eau, et permettant l'inondation des terres de Saruman et la fin de son règne. Le barrage est une maquette s'étalant sur 9 mètres, et sa destruction est donc réelle. Dans l'inondation, seuls les Ents et les orques sont virtuels. Le reste montre l'eau et la maquette d'Isengard.
La bataille du gouffre de Helm est le grand morceau épique du film. Et pourtant elle ne dure que 25 minutes. Mais ces 25 minutes nécessitent 1 mois de tournage de jour et 3 mois de tournage intensif de nuit et sous la pluie. Le lieu extérieur se trouve à quelques kilomètres de Wellington, dans une crique entourée par de la roche. Tous les combats sont chorégraphiés dans les moindres détails. Les acteurs et cascadeurs s'entraînent à manier leurs armes et à répéter tous les mouvements pendant des semaines avant le tournage. Sur les 3 films, le maître d'armes est Bob Anderson. Il entraîne les acteurs et les cascadeurs. C'était un escrimeur anglais qui devint par la suite dans les années 50 doublure en combat au sabre pour le cinéma. Il est principalement connu pour avoir été la doublure d'Errol Flynn et de Dark Vador lors des combats au sabre laser dans la trilogie originale de Star Wars. Pour revenir au gouffre de Helm, le coordinateur des cascades, George Ridge, chorégraphie la bataille. Le bonhomme arrive à 17h sur le plateau avant tout le monde pour préparer les lieux, réfléchir au combat de la nuit. C'est une fois le soleil couché que les hostilités peuvent commencer. Par conséquent, quand le soleil se lève, le tournage se termine. En fonction des scènes, on peut monter de 25 jusqu'à 60 cascadeurs. Mais il y a en tout 110 acteurs qui jouent les Uruk-hai. Leur armure a été la première designée. Ils portent des costumes en plusieurs parties. On a le corps en lycra, les bras et les jambes en mousse de latex, le casque, le masque, les dents dégueulasses et les lentilles de contact. Seuls 10 acteurs portent une prothèse pour les gros plans. Les autres ont juste un simple masque. Le gouffre de Helm est le premier design sur lequel Alan Lee travaille lorsqu'il arrive en Nouvelle-Zélande. Et c'est sa plus grosse contribution sur ce film. Le décor est très symbolique dans la réalisation de la trilogie puisque c'est le premier qui possède une miniature géante. En effet, en 1998, ils font une maquette du décor à l'échelle 1/35e. Elle fait 7 mètres de haut et couvre 20 mètres carrés. Son rôle premier est de planifier la grande bataille à venir, mais aussi de convaincre le studio de production Miramax de financer les films. Pour simuler les armées, Peter Jackson achète des boîtes de petits soldats et ne fait pas les choses à moitié puisqu'il se retrouve avec pas moins de 40 000 soldats. Pour filmer le gouffre de Helm, 3 méthodes sont mises en place. Des parties de décor taille réelle, une maquette à l'échelle 1/4 et l'autre à 1/35 dont on a parlé. Les parties en taille réelle sont réservées pour les plans avec les acteurs et sont construits en 5 sections. Le niveau supérieur de Fort-le-Corps, la rampe d'accès avec l'entrée du château, le mur, le sommet de la tour, et les escaliers. Ensuite, la maxiture à l'échelle 1/4 fait 15 mètres de large. Elle est utilisée pour certains plans généraux, ainsi que comme extension derrière les acteurs. Mais sa contribution la plus notable est l'explosion du mur. La dernière, à 1/35, est utilisée en intérieur et sert pour tous les plans larges aériens. Les plans entre guillemets hélicoptères. L'équipe du département miniature met 2 mois pour filmer tous les plans avec les maquettes. Les VFX interviennent avec une version 3D du décor basée sur les maquettes. Principalement pour créer des extensions, ou alors pour rattraper une erreur de tournage, ou bien améliorer un mouvement de caméra. Certains plans sont quasiment entièrement 3D, en partant parfois simplement d'un mouvement de caméra sur la petite maquette, puis tout est remplacé. De la rotoscopie également pour détourer les acteurs qui n'ont pas de fond bleu derrière eux, et insérer un meilleur arrière-plan.
Lors de la charge des Rohirrim menée par Gandalf, la colline fait partie de la maquette 1/35 pour les plans larges. On commence par le commencement puisqu'il s'agit de la scène d'ouverture du film. Peter Jackson hésite à mettre une scène d'introduction qui récapitule les événements importants du premier film. Le film commence quand même par un flashback puisqu'on revoit Gandalf tomber dans les abysses des mines de la Moria. On découvre ce qu'il se passe ensuite avec le magicien qui récupère son épée en chemin et attaque le Balrog. Pour les gros plans, l'acteur est devant un fond bleu assis sur un support mécanique de la même couleur. Pour les plans larges, il est en 3D. La chute est très rapide, ce qui fait que pour un plan par exemple, elle peut s'étendre sur 5 km. Donc le fichier 3D contient une modélisation d'environnement de 5 km. Le feu et la fumée sur le Balrog sont cette fois générés avec le système de particules dans Maya, contrairement au premier film où c'était de vrais effets pyrotechniques. Le compositing de la chute, c'est-à-dire mettre le vrai Gandalf sur la créature, est sous-traité par Sony Pictures Imageworks. La gigantesque caverne qui leur permet de toucher le fond est quant à elle une maquette pour tout ce qui est de la partie haute. Les autres parties rocheuses sont des matte paintings, et l'eau est virtuelle. À plusieurs moments dans le film, les Nazgûl volent dans le ciel, les cavaliers noirs sont filmés sur fond vert. Le palantir de Saruman est en réalité une sphère blanche. Sony Pictures Imageworks s'occupe de faire un tracking du plan afin d'intégrer la sphère noire en 3D à la place de l'autre. Et on termine avec la séquence de l'attaque des Wargs. Le combat qui a lieu est quasiment entièrement improvisé sur le tournage. Les acteurs qui jouent les Rohirrim donnent des coups d'épée un peu partout dans le vide. Du coup, les wargs sont effectivement ajoutés et plus précisément animés en fonction des mouvements des acteurs. En restant dans l'imprévu, on a également Legolas faisant une acrobatie spectaculaire pour monter sur son cheval. Normalement, l'acteur doit sauter sur l'animal, mais une côte cassée après être tombé de cheval l'en empêche le jour du tournage. C'est donc son double numérique qu'il fait à sa place. L'acteur est présent au début, amorce le mouvement, et son double prend le relais. C'est amusant de constater qu'il suffit qu'un acteur ait un problème le jour du tournage pour rajouter des semaines de boulot au VFX. Les deux tours contiennent 799 plans truqués, dont 600 avec de l'animation. Tous les effets mis bout à bout représentent 73 minutes de film. Sa course au box-office se termine par un score de 926 millions de $ à travers le monde, et un peu moins de 7 millions d'entrées en France. Le 23 mars 2003, le film reçoit 4 nominations aux Oscars et en remporte 2. Ce deuxième volet est un plus grand succès que le précédent. Deux atouts majeurs s'ajoutent à la partie, Gollum et la bataille du gouffre de Helm. Gollum présente une avancée majeure dans les FX, avec la création de la peau translucide en 3D. Ils ont vraiment mis au point la créature pendant la post-prod, ce qui fait qu'ils ont fini par manquer de temps, et on le voit notamment sur certaines intégrations peu glorieuses. Bien sûr, les intégrations, c'est ce qui vieillit le plus mal. On a aussi Merry et Pippin sur Sylvebarbe, ainsi que Frodon et Sam lorsqu'ils arrivent dans le repère de Faramir. Le gouffre de Helm est la grande bataille du film, impliquant des milliers de soldats numériques avec le logiciel Massive dont je parlerai dans la prochaine vidéo. Cette bataille confère au film une portée épique et en fait une des plus grandes de l'histoire du cinéma. À cela s'ajoute celle en Isengard entre les Ents et les Orques. C'est la première fois que Weta doit créer autant de choses aussi complexes en aussi peu de temps, ce qui fait que cet épisode a la post-production la plus bordélique des 3 films. La scène d'introduction est une ouverture digne d'un James Bond. Le film nous fait découvrir de nouveaux personnages et on entre dans le vif du sujet en termes de conflits et d'enjeux. Désormais on ne suit plus une communauté mais 3 groupes de personnages, 3 intrigues. La caméra est beaucoup plus aérienne, les plans sont plus larges, plus spectaculaires. Tous ces éléments font que ce film est souvent considéré par beaucoup de fans comme le meilleur de la saga.
Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner, à poster un commentaire si tu as une remarque ou une question sur un point particulier, j'y répondrai. Prochaine et dernière étape, le retour du roi, la conclusion parfaite, le plus grand, le plus beau, qui est aussi mon préféré. Tu verras comment Weta a créé des centaines de milliers de soldats virtuels pour les grandes scènes de guerre. À la semaine prochaine.